عندك جي وعندك لهنا في ديكونفرسي هذه عندي سما بارفوا هما يبعثوا لك باغ ميساج دونك هذا نحطها تاع ساعه هي لا كي دي فوا تجيك اورانج هكا بداو كان عندك ميساج سينيالي لي كيسيون هذوك داكور دونك انت وقت تما كل شاك كونسينيال نبدا Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'intitulé du cours qu'on veut que je vais vous présenter aujourd'hui est l'exploration fonctionnelle du foie. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, l'intitulé du cours que je vais vous présenter aujourd'hui est l'exploration fonctionnelle du foie. Donc, le plan... Bonjour. Alors, donc, ce cours va être donné selon le plan suivant. Donc, après une petite introduction, nous allons aborder le premier chapitre, donc, qui est l'organisation anatomique du foie. On passera par la suite aux grandes fonctions hépatiques. Donc, ces deux points sont essentiels pour aborder le vif du sujet, qui est le troisième point, donc l'exploration biochimique proprement dite du foie. Par la suite, bien sûr, donc toute exploration a une fin diagnostique de pathologie hépatique. Donc, on fera les pathologies hépatiques. Donc, on terminera par une petite... D'accord, je vais hausser la voix. Donc, on terminera par une petite conclusion. Donc, à l'issue de ce cours, donc, l'étudiant doit être capable de distinguer les différentes fonctions hépatiques. Deuxièmement, de différencier les différents examens d'exploration du foie. Et troisièmement, illustrer avec exemple les principales pathologies hépatiques. Et nous allons voir point par point au fil du cours. Donc, en introduction, donc, le foie est un organe logé chez l'homme, donc c'est un organe abdominal qui est logé au niveau de l'hypocondre droit et qui est un organe volumineux, donc qui pèse à peu près 1,5 kg. Donc, il assure de nombreuses et diverses fonctions, dont le rôle métabolique central. Donc, il a une fonction métabolique centrale au niveau de l'organisme. Il assure donc un trait d'union entre l'absorption intestinale et la distribution donc, de nutriments au niveau tissulaire. Aussi, il a la particularité d'être doué d'un pouvoir de régénération, donc il peut se régénérer. Et aussi, donc, les pathologies hépatiques, tant aiguës que chroniques. Donc, on a des pathologies aiguës et chroniques qui sont extrêmement fréquentes. Donc, on trouve pas mal de patients donc, touchés par ces pathologies. Et justement, par rapport à ce point-là, le diagnostic de ces pathologies, la recherche de leur étiologie, donc leur cause et le suivi des traitements nécessitent un large ensemble d'examens qui sont les marqueurs biochimiques. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, on va essayer d'orienter le diagnostic ou de diagnostiquer ou de suivre le traitement par des marqueurs biochimiques qui sont justement le but de ce cours. Donc, on va entamer tout de suite la première partie, donc l'organisation anatomique et fonctionnelle du foie, qui est très, très importante pour comprendre la suite du cours. Donc, il faut savoir que sur le plan anatomique, donc, le foie est formé de deux lobes principaux, le droit qui est volumineux et le gauche qui est plus petit, donc séparé par le ligament falciforme. Donc, sur le plan fonctionnel, donc, oui, est trop basse. Je vais essayer d'hausser la voix et vous me dites.
Donc, au niveau de l'organisation anatomique du foie, donc vous m'entendez comme ça? D'accord, de rien. Alors, au niveau de l'organisation anatomique, donc, comme je vous ai dit, donc, sur le plan anatomique, donc, le foie est formé de deux lobes donc, principaux, le lobe droit et le lobe gauche séparés par le ligament falciforme. Sur le plan fonctionnel, le foie est divisé en segments. À peu près, on a 8 segments donc, que constitue le foie. Donc, chaque segment donc, correspond à la distribution des veines, portes et hépatiques. Justement, chaque segment reçoit un pédicule de la veine porte et hépatique, donc ce qui rend chaque segment donc, une unité indépendante à part entière. Au niveau donc, du tissu hépatique, qui est le parenchyme hépatique, donc ce parenchyme hépatique est organisé en un très grand nombre d'unités fonctionnelles. Donc l'unité fonctionnelle du foie est appelée lobule hépatique, comme c'est montré au niveau du schéma. Et ces lobules hépatiques comportent différents types tissulaires. Donc là, vous avez le lobule hépatique, il y a les cellules, vous avez la vascularisation qu'on va voir par la suite, et le foie est constitué par ces unités donc, fonctionnelles qui sont les lobules hépatiques. Donc, de quoi est constitué ce lobule hépatique? Sur le plan cellulaire, donc principalement, on a les hépatocytes ou aussi appelés cellules hépatiques. Donc, ils constituent plus de 90% du tissu ou du parenchyme hépatique. Donc, c'est des cellules nucléées, volumineuses, riches en organites et mitochondries. Donc, justement, ça témoigne de la grande activité métabolique de ce tissu. Donc, l'hépatocyte, ce qui est aussi important, c'est que cet hépatocyte présente un pôle vasculaire, donc un pôle qui est du côté donc, des vaisseaux sanguins et en rapport avec les capillaires sinusoïdes, donc du tissu, donc tout ce qui est sang, et un pôle biliaire, donc en rapport avec les canalicules biliaires qui vont déverser dans la vésicule biliaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les hépatocytes ont deux pôles. Un pôle vasculaire, donc, qui borde les tissus, le sang, et un pôle biliaire, donc, qui borde les canalicules biliaires qui vont déverser dans la vésicule biliaire. Donc, aux côtés de ces tissus, de ces cellules, donc, on a d'autres cellules qui sont appelées les cellules sinusoïdales et qui sont principalement les cellules de Kupffer, donc, qui sont responsables des défenses immunitaires de ce tissu. Donc, c'est des macrophages en fait tissulaires. Vous avez deuxièmement les cellules endothéliales. Donc, ces cellules endothéliales forment une barrière séparant les hépatocytes du flux sanguin. Donc, on a premièrement, après les vaisseaux, vous avez les cellules endothéliales. Par la suite, vous avez les hépatocytes. Et en dernier, vous avez les cellules étoilées, appelées aussi cellules ITO. Donc, ils sont impliqués en fait dans le stockage des lipides et principalement de la vitamine A. Donc, voilà les cellules qui constituent le parenchyme hépatique. On va parler de la vascularisation du foie. Donc, en fait, le foie est placé entre deux entrées vasculaires et deux sorties. Donc, les entrées sont strictement vasculaires. Vous avez l'artère donc hépatique, donc qui va apporter quoi? Principalement l'oxygène et l'ensemble des produits des métabolismes périphériques. Et vous avez la deuxième aussi entrée vasculaire, c'est la veine porte. Donc une entrée artérielle, une entrée veineuse. Donc la veine porte, elle va amener au foie les produits de l'absorption intestinale et les hormones, bien sûr, pancréatiques. Donc voilà, vous avez une artère nourricière et une veine nutritive. Vous avez aussi deux sorties, donc exportant les produits de l'activité hépatique. L'une est vasculaire, donc là, la sortie du foie, c'est la veine sus-hépatique, d'accord? Donc, vers la circulation sanguine, et on sait très très bien en endocrino, donc tout ce qui va dans le sang, c'est une fonction endocrine. Et une sortie biliaire, pas vasculaire, biliaire, donc qui va dans la vésicule versée, donc dans la vésicule biliaire, et donc c'est une sécrétion donc en dehors du sang, et donc c'est une
fonction exocrine. Donc là, le foie est considéré comme une glande mixte, donc endocrine et exocrine. Donc les sinusoïdes, justement, reçoivent les sinusoïdes, donc tout ce qui est donc vaisseau, reçoivent le sang porté artériel. Ce sang est drainé de façon centripète. Centripète, c'est-à-dire vers le centre des lobules hépatiques. Donc vous avez ici le sinusoïde centrolobulaire. Alors que la bile progresse dans le sens contraire, donc centripète vers la périphérie des lobules hépatiques. Donc, est-ce que vous n'avez pas de questions jusque-là? Je peux passer au deuxième chapitre? Merci. D'accord. Alors, concernant le deuxième chapitre, donc qui sont les fonctions hépatiques? Là, les fonctions sont très très importantes parce que par la suite, on va explorer justement ces fonctions-là. D'accord? Donc, on a principalement trois fonctions importantes. Vous avez premièrement la fonction biliaire, donc c'est le foie qui est responsable de cette fonction-là, et on va la voir. Deuxièmement, vous avez la fonction métabolique, et là on a parlé du rôle métabolique très important du foie, et vous l'avez vu au fil des autres chapitres, donc au niveau du métabolisme glucidique, protéique, lipidique, le fer, etc. Donc, et vous avez troisièmement la fonction de détoxification. Vous savez très très bien, et même au niveau des autres modules, que le foie est responsable de tout ce qui est détoxification des xénobiotiques au niveau de l'organisme. Donc, on va commencer tout de suite par la première fonction. Donc, le foie donc, est une glande digestive exocrine, donc il est intégré dans le système digestif par sa sécrétion, comme on a dit, de bile, acheminée par les canaux biliaires vers le duodénum. En fait, vous avez les canalicules biliaires au niveau des lobules, par la suite, ça va déverser dans les canaux biliaires, par la suite, dans la vésicule biliaire et la vésicule biliaire dans le duodénum. Donc, la bile, qu'est-ce que c'est la bile? La bile, c'est un liquide jaune, brunâtre ou vert olive, riche surtout, et ça c'est très très important, j'insiste, en bilirubine, acide biliaire surtout, cholestérol et quelques protéines du type albumine, immunoglobuline A. Donc, et cette bile est produite à raison de 1 demi-litre à 1 litre par jour. D'accord? Donc, on va comprendre comment va se faire cette sécrétion biliaire par la suite. Elle est formée par quoi? Principalement, donc, elle est formée, donc synthétisée par les hépatocytes, donc sécrétée dans les canalicules biliaires, et là, on parle de bile hépatocytaire, donc elle est toujours au niveau hépatique, c'est une bile hépatocytaire, puis cette bile hépatocytaire va être modifiée dans les canaux biliaires, donc les canaux biliaires au niveau de la vésicule biliaire, et là, on parle de bile vésiculaire. Donc, synthétisée par les hépatocytes. Donc là, on parle au niveau des canalicules biliaires qui sont toujours au niveau hépatocytaire. Donc on parle de bile hépatocytaire, hépatique. Par la suite, cette bile est modifiée au niveau des canaux biliaires, donc au niveau de la vésicule biliaire. Et là, on parle de bile vésiculaire. Donc bile hépatocytaire et bile vésiculaire. Donc là, vous avez la composition de la bile au niveau des deux compartiments. Là, c'est la constatation qu'on va avoir au niveau de ce tableau, c'est que la bile hépatique ou hépatocytaire, donc au niveau du pH, elle est iso-osmotique au pH sanguin, d'accord? Elle est constituée principalement, comme on a dit, de sels biliaires, bilirubine, cholestérol, lécithine, etc. Et donc des protéines, comme on a dit tout à l'heure. Et là, vous avez la bile vésiculaire. Et là, la première constatation à voir au niveau des concentrations, c'est qu'elle va subir, donc la bile hépatique va subir des phénomènes de concentration pour avoir la bile vésiculaire. Donc la bile vésiculaire, elle est concentrée par rapport à la bile hépatocytaire. Et bien sûr, là, le tableau est à titre de constatation pour comprendre la différence entre les deux biles. Donc la sécrétion biliaire, quand est-ce qu'on va avoir une sécrétion biliaire? Donc, on a deux cas de figure, donc en dehors des repas et lors d'un repas. En dehors des repas, la bile est emmagasinée dans la vésicule biliaire. Donc là, on n'a pas de sécrétion en dehors des repas. Lors d'un repas,
quand le contenu gastrique pénètre dans le duodénum, donc le contenu gastrique, tout ce qui est pris par l'individu, la cholécystokinine, d'accord, c'est une hormone qui est sécrétée par la muqueuse du grêle, déclenche la contraction de la vésicule biliaire, le relâchement du sphincter d'Oddi, d'accord, le sphincter d'Oddi, donc c'est le sphincter qui va donner sur le duodénum, et là, on va avoir une sécrétion biliaire. Donc, appelée aussi, vous pouvez la trouver au niveau des ouvrages, la cholérèse, donc c'est la sécrétion biliaire. Donc, la sécrétion biliaire, en dehors des repas, on n'a pas de sécrétion biliaire. Donc, la bile est emmagasinée dans la vésicule biliaire. En dehors des repas, donc, on a, quand le contenu gastrique va arriver au duodénum, donc la cholécystokinine, qui est une hormone sécrétée par l'intestin grêle, va déclencher la contraction de la vésicule biliaire et donc l'écoulement de la bile au niveau du duodénum, et on aura la cholérèse qui est la sécrétion biliaire. Le rôle de la bile, donc, elle sert à quoi cette bile? Donc, cette bile permet la formation de micelles nécessaires à la digestion des graisses par la lipase pancréatique, favorisant ainsi l'absorption des lipides par l'intestin grêle. Au niveau de l'absorption, donc vous savez très très bien que les lipides sont de nature lipophile, donc pas facilement absorbés au niveau de l'intestin. Donc il leur nécessite une émulsification. Donc par quoi? Par la bile, donc par des produits au niveau de la bile. Donc principalement c'est les sels biliaires qui assurent l'émulsification des lipides, et donc ça va favoriser l'action de la lipase pancréatique et donc la digestion des lipides et l'absorption intestinale des lipides. Secondairement, donc là c'est le rôle principal, c'est facilite ou nécessaire. Donc il n'y a pas de sel biliaire, il n'y a pas de digestion de lipides, d'accord? Donc là c'est le rôle principal. Secondairement, la bile neutralise le chyme, donc le contenu gastrique acide, grâce aux ions bicarbonate. Donc, ça va diminuer de l'acidité, donc ça va tamponner en fait le contenu gastrique, vu que la bile est riche en bicarbonate. Donc là, on va commencer par les constituants de la bile. On va commencer par, premièrement, la bilirubine. La bilirubine qui est en fait un paramètre très très important à doser au niveau de l'exploration hépatique. Donc, qu'est-ce que c'est que la bilirubine? Donc, la bilirubine, je pense que vous avez des notions de base à propos de cette bilirubine. Donc, c'est le produit final de la dégradation de l'hème. Donc là, elle découle de la dégradation de l'hème. D'accord? Donc, la source, l'origine de cette bilirubine, c'est la dégradation, par exemple, de l'hémoglobine, donc destruction des globules rouges, et aussi d'autres hémoprotéines donc, qui contiennent de l'hème. Hémoprotéines, c'est-à-dire protéines avec un groupement prosthétique qui est l'hème, donc telles que la myoglobine, les cytochromes, les catalases. Donc, leur dégradation va nous donner l'hème, et l'hème est dégradé. Produit final, vous avez la bilirubine. D'accord? Donc, le catabolisme, donc ça débute dans les systèmes réticulo-endothéliaux, macrophages, rate, foie, moelle osseuse, et se termine bien sûr dans le foie, on va le voir. Donc, la bilirubine, elle va être éliminée au niveau de la bile. Donc, c'est un constituant principal et justement, elle est responsable de la couleur donc verdâtre de la bile. Le rôle, elle a un rôle antioxydant très important chez le nouveau-né, et on a aussi chez le nouveau-né justement des valeurs élevées par rapport à l'adulte, on va le voir. Donc, l'interprétation de cette bilirubine, l'élévation de la bilirubine plasmatique, donc supérieure à 70 micromoles par litre, pour parler bien sûr d'ictère. Donc, une concentration supérieure à 70 micromoles par litre va nous donner une coloration jaune des téguments et des muqueuses, et on parle d'ictère, comme on le dit communément, donc Sophia. Donc, c'est l'ictère. Et le produit qui est responsable de cet ictère, c'est bien sûr la bilirubine. Si on trouve quelqu'un d'ictérique, donc un individu qui a le teint donc jaunâtre, verdâtre, on appelle ça un patient ictérique, et donc on sait d'emblée déjà que sa bilirubine va être très très élevée, supérieure bien sûr à 70 micromoles. Donc le métabolisme de la bilirubine, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est le produit de dégradation de l'hème. Donc justement, vous avez, ça commence dans les systèmes
réticulum endothélial, donc principalement les macrophages. Première étape, vous avez la dégradation de l'hémoglobine en bilirubine non conjuguée, et on va voir ce que c'est la bilirubine non conjuguée. Par la suite, cette bilirubine non conjuguée qui est lipophile, apolaire, va être transportée donc, au niveau sanguin par l'albumine. Vu qu'elle est apolaire, donc tout ce qui est apolaire, lipophile au niveau sanguin nécessite des protéines de transport. Okay, donc la bilirubine en conjuguée va être prise en charge par l'albumine et par la suite, elle va donc l'acheminer, cette albumine, jusqu'au foie où elle va subir une conjugaison. Donc, troisième étape, on va voir la bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée va être déversée dans la bile. D'accord? Mais dans la bile, on peut trouver de la bilirubine non conjuguée et conjuguée. Une partie moindre, très restreinte de bilirubine non conjuguée. Pardon. Donc, par la suite, au niveau intestinal, donc la bile va être déversée dans le duodénum. Et là, si je vous demande quand est-ce que la bile va être déversée dans le duodénum, vous allez me dire lors d'un repas. Pardon. Au niveau de l'intestin, donc la bilirubine va subir des modifications. Donc, en stercobilinogène, qu'on va le voir dans les selles, dans les selles, et l'urobiline qu'on va trouver au niveau des urines. Donc là, c'est le cycle simplifié à retenir du métabolisme, bien sûr, de la bilirubine. Donc, vous avez là les étapes détaillées. Vous avez l'EM. L'EM, bon, je vous mets la structure à titre d'information. Voilà l'EM. Donc, une fois qu'il est dégradé, donc on a l'ouverture du cycle tétrapyrolique en biliverdine, par la suite biliverdine en bilirubine. Là, c'est à titre d'information pour comprendre le métabolisme de dégradation de l'EM. Donc, premièrement, vous avez l'ouverture du cycle et une étape de réduction pour avoir la bilirubine. Donc, première étape, l'EM va donner de la bilirubine, bien sûr, non conjuguée. Non conjuguée, qui a une couleur jaune-orange et qui est responsable de la coloration des téguments en cas de concentration élevée. Donc, deuxième étape, vous avez donc là le transport de la bilirubine non conjuguée, et j'insiste, non conjuguée, ça veut dire liposoluble, donc apolaire, qui nécessite un transport par l'albumine jusqu'au compartiment donc hépatique. Troisième étape, vous avez la conjugaison. Donc la conjugaison, c'est une étape très très importante. Et donc, c'est une étape qui nécessite une enzyme qui est l'UGT1A1. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, bilirubine donnant la bilirubine conjuguée. D'accord? C'est l'enzyme de conjugaison. Par la suite, cette bilirubine va déverser dans la vésicule biliaire dans le duodénum. Et bien sûr, ce passage nécessite un transporteur donc, spécifique, donc de passage de la bilirubine. Une fois dans l'intestin, donc on aura la formation d'urobilinogène qui sera éliminé dans les urines sous forme d'urobiline, et bien sûr le stercobilinogène qui va être le stercobiline donc au niveau des selles. Donc la conjugaison, pourquoi j'ai dit c'est une étape importante, donc ça nécessite une enzyme qu'on appelle l'UDP glucuronyltransférase. Donc cette enzyme, lorsqu'elle est déficitaire ou lorsqu'elle diminue d'activité, elle est responsable de certaines pathologies. Donc justement, quand vous verrez ce compartiment, donc cette partie donc rajoutée par la conjugaison, donc le but de cette partie c'est quoi? C'est d'augmenter la polarité, d'accord? Donc ça va donner une entité polaire, plus polaire que la première entité. Donc, bilirubine non conjuguée apolaire, bilirubine conjuguée plus polaire. Donc, elle possède une partie donc, qui est, comme vous voyez là, polaire. Donc, dans les hépatocytes, l'enzyme UDP glucuronyltransférase présente dans le réticulum endoplasmique lisse ajoute deux groupements d'acides glucuroniques à la bilirubine pour produire les conjugués, soit diglucuronides, donc deux entités, soit monoglucuronides. D'accord? Et donc, ces acides glucuronides vont être plus solubles dans l'eau que l'entité non conjuguée. D'accord? Donc, pourquoi? L'augmentation de cette solubilité donc,
au niveau aqueux facilite bien sûr l'excrétion biliaire. Donc, la transformation au niveau de l'intestin. Donc, chez l'adulte, comme on a dit tout à l'heure, la bilirubine est principalement donc transformée en urobilinogène par les bactéries de la flore intestinale. Chez le nouveau-né et le fœtus, on a déconjugaison par la bêta-glucuronidase fœtale, passage dans le placenta et conjugaison maternelle plus excrétion. Donc là, vous avez l'unité fœtoplacentaire qui va être responsable de la conjugaison et l'excrétion. Chez le nouveau-né, à la naissance, qu'est-ce qu'on a après cette étape-là? On a élimination du méconium. Donc, on a élimination dans les selles, on trouve des selles noirâtres. Justement, à la naissance, c'est très important que le nouveau-né donc élimine ce méconium. C'est la bilirubine conjuguée plus les sels biliaires qui ont été donc déconjuguées et la partie qui était déconjuguée et non prise en charge par l'unité fœtoplacentaire. Deuxième point, donc là, c'est la bilirubine. Si vous n'avez pas de questions à propos de la bilirubine, je passe brièvement aux sels biliaires. Je continue, il n'y a pas de questions. Oui, d'accord. Donc, les sels biliaires. Les sels biliaires, donc il faut savoir que les sels biliaires, leur origine, c'est le cholestérol. Donc, c'est une modification du cholestérol donc, pour avoir des sels biliaires primaires et des sels biliaires secondaires. Donc, les tertiaires, ils sont minoritaires. Donc, principalement, les sels biliaires primaires et secondaires, qui sont, donc les primaires, on va les avoir au niveau, donc synthétisés au niveau hépatique. Oui. Ah, d'accord, tout de suite. Alors, j'ai dit que chez le nouveau-né à la naissance, donc est-ce que je répète dès le début ou juste le dernier point? D'accord. Donc là, chez l'adulte, donc l'adulte est capable de transformer à lui seul, donc il a des bactéries au niveau intestinal, donc ils vont transformer la bilirubine en urobilinogène qui va être par la suite éliminé au niveau des urines en urobiline. D'accord? Chez le nouveau-né et le fœtus, donc là, donc, on sait très bien que le tube digestif du nouveau-né et du fœtus est stérile. Ils n'ont pas encore de flore intestinale. Donc, il ne peut pas transformer la bilirubine. Donc, conjuguer en urobilinogène, qu'est-ce qui va se faire? Il va déconjuguer. Donc, on aura une déconjugaison de la bilirubine, passage de la bilirubine au placenta et la conjugaison à nouveau et l'excrétion se fera chez la maman. D'accord? À la naissance, donc, la bilirubine donc, qui restait chez le fœtus va être éliminée dans les selles, d'accord? Par sous forme de méconium. Le méconium, c'est les sels noirâtres qu'on retrouve chez le nouveau-né à la naissance. Donc, il reste 2 jours ou 3 jours à éliminer des sels noirâtres. Donc, c'est les sels, c'est la bilirubine donc, qui est conjuguée, qui n'a pas encore subi de déconjugaison et qui reste stockée chez le nouveau-né. Est-ce que c'est clair? Oui? D'accord. De rien. On continue avec les sels biliaires. Donc, comme je vous ai dit, c'est une transformation du cholestérol au niveau hépatique, premièrement, pour avoir des sels biliaires primaires, donc qui est l'acide cholique et l'acide quinodésoxycholique. Par la suite, ces acides primaires vont subir une transformation au niveau intestinal, toujours par les bactéries intestinales, en sels biliaires secondaires. D'accord? Vous avez acide biliaire ou sel biliaire. Donc, acide biliaire, c'est les acides biliaires, donc CO-. Et quand c'est uni au sodium, c'est au moins Na+, on parle de sel biliaire. Donc, c'est pratiquement la même chose.
vous avez les acides biliaires secondaires, donc qui est l'acide lithocolique et l'acide oxolithocolique et des oxycoliques. Donc les noms, les termes, vous n'êtes pas obligé d'apprendre. Apprenez juste sel biliaire primaire, sel biliaire secondaire. Primaire, c'est synthétisé et formé au niveau hépatique. Les secondaires vont être formés. Donc là, les acides biliaires primaires vont subir une conjugaison au niveau hépatique. Ils vont passer de le foie vers vésicule biliaire, toujours vers le duodénum. Et au niveau du duodénum, ils vont subir une deuxième transformation par les bactéries intestinales. Et vous allez avoir les acides biliaires secondaires. D'accord? Les tertiaires, ils sont minoritaires. Donc, c'est un deuxième passage hépatique et transformation en sels biliaires tertiaires. Donc, ce qui est important, c'est les primaires et les secondaires. Et le rôle principal des sels biliaires, c'est quoi? C'est l'émulsification des lipides et pour favoriser l'absorption intestinale des lipides. Donc, action de la lipase pancréatique, donc digestion, et aussi absorption intestinale des lipides. Donc, c'est le rôle majoritaire des sels biliaires. Donc, c'est ce qu'on va faire pour les sels biliaires. Donc, c'est juste pour savoir que c'est synthétisé au niveau hépatique et ça rentre dans la composition de la bile au niveau de la vésicule biliaire. Deuxième fonction, donc si vous n'avez pas de questions par rapport à la première fonction qui est dédiée à la fonction biliaire, où on a vu les deux principaux constituants qui sont la bilirubine et les sels biliaires, on va passer au deuxième point qui est la fonction métabolique. Donc, on va juste énumérer les fonctions métaboliques. Donc, vous avez déjà vu. Par exemple, au niveau du métabolisme glucidique, donc le foie est responsable du maintien de la glycémie, donc par deux phénomènes, qui est l'anéoglucogénèse et le métabolisme du glycogène. Donc, le glycogène est principalement stocké au niveau hépatique. Donc, on a la glycogénogénèse pour le stockage et la glycogénolyse pour le déstockage du glycogène en cas de besoin. Donc, deuxième point, c'est le métabolisme lipidique. Donc, le foie est responsable de la synthèse de presque tous les lipides. Et donc, on parle de lipogénèse. Donc, la lipogénèse se fait au niveau hépatique. On a aussi la synthèse du cholestérol, donc ça rentre dans la lipogénèse, et formation aussi des lipoprotéines. Donc, presque tous les lipoprotéines sont synthétisées au niveau hépatique, mis à part les chylomicrons qui sont synthétisés au niveau intestinal. Troisième point, donc vous avez le métabolisme protéique. Là, c'est très important. Donc, le foie est responsable de la synthèse de toutes les protéines, mis à part les immunoglobulines qui sont synthétisées par les lymphocytes B matures, donc les plasmocytes. Vous avez aussi synthèse des enzymes. Donc, les enzymes, on a un bon nombre d'enzymes qui est synthétisé par le foie, et aussi les facteurs de coagulation qui sont considérés comme étant des protéines. Donc là, si je vous dis pourquoi on insiste sur le rôle donc métabolique au niveau du métabolisme protéique, donc si je vous dis il est responsable de synthèse d'albumine, vous allez voir au niveau du syndrome, par exemple, d'insuffisance hépatique, le foie est incapable de synthétiser, donc on va avoir une albumine effondrée, un taux de protéines effondré, donc facteur de coagulation effondré, donc on va avoir un TP, un taux de prothrombine bas. D'accord? Donc c'est pour ça que j'insiste sur la fonction, vu que la fonction va nous renseigner sur l'exploration et la compréhension donc, des paramètres dosés. Dans quatrième point, vous avez le métabolisme des acides aminés. D'accord? Vous avez l'uréogénèse. L'uréogénèse, donc, c'est une voie spécifiquement hépatique. Donc, c'est la synthèse d'urée. Urée, c'est la forme atoxique de l'ammoniac. Donc, c'est une sorte de détoxification aussi. En cas donc d'insuffisance hépatique grave, vous avez une diminution de l'urée sanguine avec augmentation de l'ammoniémie. Bien sûr, vous avez l'ammoniac, donc en fait, il découle d'où l'ammoniac? Il découle du catabolisme des acides aminés. Donc, catabolisme des acides aminés, dégradation des acides aminés, va nous donner de l'ammoniac. L'ammoniac est très toxique par rapport à l'organisme. Donc, le foie prend en charge cet ammoniac et le transforme en urée. D'accord, qui est une forme atoxique qui va être éliminée dans l'urine. Si on a une insuffisance hépatique, donc le foie est incapable de faire son uréogénèse, donc l'urée est très basse et l'ammoniémie est élevée. Donc là, déjà, c'est des marqueurs d'insuffisance hépatique.
Métabolisme aussi vitaminique. Donc, on a un bon nombre de vitamines qui est stocké. Donc, c'est le 5e point au niveau du foie. Vitamine A, vitamine B12, je pense. Métabolisme. 6e point, c'est le métabolisme du fer. Vous avez vu au niveau du métabolisme du fer qu'un bon nombre du métabolisme du fer est fait au niveau hépatique, principalement la régulation par les l'héptidine qui est sécrétée par le foie. Donc là, c'est pour la fonction métabolique. Donc, au niveau du métabolisme glucidique, lipidique, protéique, acide aminé, donc par l'uréogénèse, vitaminique, stockage, et aussi le métabolisme du fer. Donc, la fonction de détoxification. Donc, le foie est le principal organe qui détoxifie l'organisme donc des xénobiotiques. Donc, les xénobiotiques, c'est quoi? C'est tout ce qui est médicaments, polluants, produits toxiques pour l'organisme, etc. Donc, la détoxification de l'organisme est assurée par les hépatocytes qui modifient ou dégradent certains composés endogènes et exogènes, donc qui sont les xénobiotiques. Donc, comment? Bien sûr, par des réactions chimiques. On a par des réactions de conjugaison, augmentation de l'hydrophilie et donc élimination, par des réactions d'oxydation assurées principalement par les cytochromes, le complexe de cytochromes P450. On a aussi des réactions de réduction et d'hydrolyse donc, qui permettent donc, de détoxifier ces xénobiotiques et d'éliminer en dehors de l'organisme. Et bien sûr, le but de cette détoxification, c'est d'avoir des molécules plus polaires qui seront facilement éliminées. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc par rapport à ces 2 points, donc les 2 premiers chapitres, qui est l'organisation anatomique et les grandes fonctions hépatiques, nous allons passer au 3e chapitre, qui est l'exploration hépatique. Est-ce qu'on peut passer à l'exploration? Pas de questions? Oui? Oui. Si vous voulez, je peux récapituler. Hein. Je récapitule? D'accord. Alors, on a vu les 2 premiers chapitres, donc qui sont importants pour la compréhension de l'exploration hépatique. Donc, on a vu, bien sûr, on a vu l'organisation anatomique du foie. Donc, le foie, on a vu que c'est un organe volumineux qui est richement vascularisé, donc qui est donc l'unité fondamentale qui constitue le parenchyme hépatique, c'est le lobule hépatique. Donc, le lobule hépatique est constitué de plusieurs cellules. Principalement, vous avez les hépatocytes qui ont un rôle métabolique important, d'accord? Ces hépatocytes, qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'ils ont 2 pôles, un pôle vasculaire qui borde les sinusoïdes, donc les vaisseaux sanguins, les capillaires, et un pôle biliaire, donc qui déverse dans les canalicules biliaires, canaux biliaires, vésicules biliaires, d'accord? Donc, vous avez à côté de ces cellules d'autres cellules, donc les cellules de Kupfer, donc qui sont responsables de la défense, les cellules hypostockage des lipides, et vous avez aussi les cellules épithéliales qui servent de barrière entre les sinusoïdes, donc les capillaires et les hépatocytes. On a vu par la suite les grandes fonctions donc hépatiques, les grandes fonctions hépatiques qui sont très très importantes, et donc on va explorer en fait ces fonctions-là. Vous avez la première fonction qui est la fonction biliaire. La fonction biliaire, c'est la synthèse de la bile, et principalement les 2 constituants très très importants de la bile, c'est la bilirubine et les sels biliaires. Donc la bilirubine, c'est un paramètre biochimique très 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 demandé au niveau de notre service, donc au niveau de chimique. Donc la bilirubine, c'est quoi? C'est le produit final de dégradation de l'hème qui se trouve au niveau principalement de l'hémoglobine et aussi au niveau des protéines héminiques telles que la myoglobine, les catalases, les enzymes héminiques, etc. Donc, cette bilirubine, comment elle est synthétisée? Donc, premièrement, vous avez au niveau des cellules du système réticulé endothélial la dégradation de l'hémoglobine ou de l'hème en bilirubine, d'accord? Par la suite, cette bilirubine apolaire, qui n'est pas polaire, nécessite l'albumine pour être transportée au niveau hépatique.
Au niveau hépatique, premièrement, elle va subir une conjugaison, d'accord, soit mono ou di, par l'UDP glucuronide transférase, par les entités glucuronides. Et donc, on va avoir la bilirubine conjuguée, donc qui est plus polaire. D'accord? Par la suite, cette bilirubine conjuguée va être déversée dans la bile, de la bile vers le duodénum, et au niveau du duodénum, elle va subir des transformations chez l'adulte uniquement en urobiline et stercobiline. Donc, urobilinogène au niveau, ça va être éliminé au niveau des urines, et stercobilinogène au niveau des selles. D'accord? Donc, chez le fœtus et le nouveau-né, c'est pas pareil, vu qu'il n'a pas de flore intestinale. Donc, donc, il y aura des conjugaisons et reconjugaisons et excrétions au niveau maternel. À la naissance, il doit éliminer le méconium, qui sont des selles noirâtres. Donc, c'est l'excès de bilirubine conjuguée qui est resté chez le fœtus. Donc, deuxième point important donc, qui compose la bile, c'est les selles biliaires. Donc, les selles biliaires, ils dérivent du cholestérol par transformation premièrement hépatique en selles biliaires primaires, par la suite en selles biliaires secondaires au niveau intestinal par toujours la flore intestinale. Donc, ces selles biliaires sont très, très importantes pour la digestion et l'absorption des lipides. Donc, ils servent d'émulsificateurs de lipides pour faciliter l'action de la lipase pancréatique pour la digestion des lipides et par la suite, augmentation donc, de l'hydrophilie et l'absorption intestinale donc, des lipides. Donc, on va tout de suite entamer l'exploration hépatique. Donc, en fait, l'exploration hépatique donc, est donnée selon la classification de Fauvert. Donc, selon la classification de Fauvert, il existe 5 groupes tests qui explorent le foie. Donc, premièrement, on a des tests de rétention biliaire. Donc, rétention, c'est-à-dire quelque chose de retenu. Donc, diminution de l'excrétion biliaire. Deuxième point, c'est le test de cytolyse hépatique. Et si je dis cytolyse, ça veut dire lyse cellulaire, donc lyse des hépatocytes. Et là, on a un groupe de tests à part entière qui exprime ce syndrome-là. Troisième point, c'est les tests d'épuration plasmatique et de détoxification. Là, on explore la fonction de détoxification. Quatrième point, donc c'est des tests d'activité métabolique. Et là, on explore la capacité du foie à conserver sa fonction métabolique. Et aussi, bien sûr, le foie subit plusieurs réactions inflammatoires, donc des tests de la réaction inflammatoire au niveau hépatique. Donc là, c'est les principaux tests donc, qui vont bien sûr explorer des syndromes, tels que le syndrome de rétention biliaire appelé aussi cholestase, le syndrome de cytolyse hépatique, le syndrome d'incapacité de détoxifier, le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, donc qui va être testé par les tests d'activité métabolique et bien sûr les tests de la réaction inflammatoire. Donc, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va explorer les fonctions hépatiques. Et bien sûr, à ces tests-là, on peut ajouter certains examens complémentaires pour assurer donc, le diagnostic de certaines pathologies, donc hépatopathie. Donc, on va voir point par point ces tests qui explorent les syndromes hépatiques. Donc, vous avez premier test, c'est le test de rétention biliaire. On peut dire rétention biliaire ou test de cholestase. Donc, la cholestase, c'est une sorte de rétention biliaire. Donc, je vais vous définir ce que c'est une cholestase. Donc, c'est l'ensemble de manifestations liées à la diminution ou à l'arrêt de l'évacuation ou la sécrétion biliaire. Donc, c'est soit diminution de la sécrétion biliaire ou carrément l'arrêt de la sécrétion biliaire. Donc, il existe deux types. Donc, soit une cholestase intrahépatique ou une cholestase extrahépatique. Je vous ai parlé au niveau des rappels qu'il y a des canalicules biliaires au niveau hépatique et vous avez les canaux biliaires au niveau vésiculaire. D'accord? Donc, soit intrahépatique et elle résulte d'une obstruction, un bouchage des voies biliaires intrahépatiques, ou bien une cholestase extrahépatique et là, elle résulte de la présence d'un obstacle mécanique gênant l'évacuation de la bile au niveau de l'arbre biliaire. Donc là, on parle en dehors du foie, donc, soit intrahépatique, soit extrahépatique. Donc là, en fait, si on parle vulgairement parlant, c'est le test, donc la cholestase, c'est un bouchage soit de
au niveau des canalicules biliaires, et là, c'est intrahépatique, ou en dehors du foie, et là, c'est extra-hépatique. Donc, les conséquences de cette rétention biliaire ou cette cholestase, c'est quoi? C'est que les constituants normalement éliminés par la bile se retrouvent dans le sang. Donc, on dirait, ils reculent au lieu d'être évacués dans la bile, donc ils retournent en arrière et sont redéversés dans le sang. Donc, si on réfléchit un petit peu, on va voir élévation de la bilirubine au niveau sanguin, vu que la bilirubine, en principe, elle est déversée au niveau de la bile. Mais vu que ça ne circule pas, ça ne passe pas, donc ça va retourner dans le sang. Aussi, on aura augmentation des sels biliaires aussi au niveau sanguin. Donc là, c'est vulgairement, c'est juste en pensant, on peut le retrouver. Donc les paramètres biochimiques qui explorent le test de rétention biliaire, c'est quoi? Donc, principalement la bilirubine. Donc si je suspecte un syndrome de cholestase, je vais premièrement doser la bilirubine. Donc quand je vous dis bilirubine, donc la totale, enfin on va voir ce que c'est, donc la conjuguée et la non conjuguée. Secondairement, avec la bilirubine, on va doser aussi des enzymes, qui sont la phosphatase alcaline et la gamma-GT. Donc, ces deux enzymes sont appelées enzymes cholestatiques. C'est des enzymes qui explorent la cholestase. Troisièmement, vous avez le cholestérol total, parce que là, vous avez vu au niveau de la composition de la bile que le cholestérol est un constituant important de la bile. Et si on a un bouchage et la bile n'est pas déversée dans la vésicule biliaire, retourne en arrière, donc retourne vers le sang, donc bien sûr, le cholestérol va se retrouver élevé. Et là, c'est un paramètre d'orientation vers le syndrome de cholestase. Donc, on va commencer premièrement par la bilirubine.